quand il y a des personnes qui ont des avis qui sont diamétralement opposés avec les miens, plutôt que de les rejeter, je m'y intéresse. Je me dis, mais comment c'est possible que ces personnes-là puissent penser cette chose-là? Et donc, j'ai tendance à aller lire les commentaires sur les réseaux sociaux, que ce soit sous les vidéos YouTube ou alors sur Twitter et autres. Ça me permet d'apprendre, de comprendre. Et c'est précisément ce que j'ai fait avec le grand remplacement. Parce que ce qu'on appelle une théorie, entre guillemets, moi, ça me semble complètement fou. Et en même temps, il y a plus de 60% de la population française qui y croit. Donc, je me dis, il y a forcément quelque chose. Et donc, j'ai décidé de débunker, tout simplement, le grand remplacement. Et pour faire ça, j'ai décidé d'inviter Hervé Lebras, qui est un historien, un démographe français, qui est chercheur à l'Institut national d'études géodémographiques, qui est enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Et avec Hervé, on va répondre à toutes ces questions. Ouais, il y a qu'à sortir dans la rue pour se rendre compte que le grand remplacement, il est en place. Non, mais bon, il suffit de regarder les photos de classe pour se rendre compte que le grand remplacement, il est en place. Non, mais bon, les immigrés, ils vont nous remplacer. En plus, ils coûtent de l'argent, ils viennent pour la sécu. Bref, toutes ces questions-là, on va les traiter une par une. Et on va voir à quel point, d'abord, ça tient pas debout, évidemment, mais en plus, l'immigration, en l'occurrence, les immigrés, ils ont une balance économique qui est positive. On va parler de tout ça, et ça va être passionnant. Ça va vous permettre d'animer les débats dans vos familles, parce que je suis certain que, comme moi, vous avez des gens qui votent extrême droite dans votre famille, et ça va être super cool. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hervé. Bonjour. On va parler du grand remplacement. Ce qui est un concept, moi, qui m'étonne toujours un peu, même beaucoup. Enfin, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il y ait autant de gens qui y croient en France. Peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer comment, enfin, je sais pas, c'est peut-être sans doute la première question qui me vient, moi en tout cas, comment s'est construite la France? Parce que est-ce que la France, c'est pas construite par définition, par des gens qui sont arrivés sur le territoire? Oui et non. La théorie générale, disons, de la construction de la France, c'est plutôt un pouvoir royal, et puis ensuite la République, mais qui a progressivement annexé différentes parties de différentes provinces. Certaines ont été annexées même assez récemment, l'Alsace, le Roussillon. Donc c'est plutôt la manière dont la France s'est construite, par opposition par exemple à l'Allemagne, qui s'est construite autour de l'idée de la langue allemande. On devait rassembler ceux qui parlaient la langue allemande. Donc là-dedans, bien sûr, les origines étaient diverses, mais très diverses même, mais elles étaient des origines qui étaient assez souvent quand même, si on remonte aux 4-5 derniers siècles, qui étaient des origines assez provinciales. C'était des Italiens qui venaient du Nord, c'était des Flamands, des Belges, c'était disons des migrations quand même de proximité. Bien sûr, auparavant, il y avait eu des très grands brassages de population. Si on remonte à cette fois-là à l'Empire romain ou même au néolithique, les origines sont très lointaines. Il y a des origines assez largement, disons, quand on le retrouve même dans l'analyse du sang, qui sont des origines du Proche-Orient, assez largement. Au fond, les premiers agriculteurs sont venus progressivement du Proche-Orient, mais là, il y a très longtemps, c'est il y a 7-8 000 ans. Et puis aussi des origines de nomades qui sont venus de l'Oural, et puis aussi des personnes qui étaient là depuis toujours, l'homme de Cro-Magnon et ses descendants. Donc c'est bien sûr très mélangé, mais tout dépend de la profondeur historique que l'on prend. Bien sûr, mais par définition, un pays, c'est un peu comme une langue, c'est-à-dire que tant qu'il est vivant, il y a des flux. Enfin, il me semble, non? Ou oui, ça reste, toujours, bien sûr. C'est un philosophe français, Étienne Balibar, le père de Jeanne d'ailleurs, a écrit un assez joli livre qui s'intitule, si je me souviens bien, Race, classe, nation, les identités ambiguës. Et cette phrase, il a dit: aucune nation n'a un caractère ethnique. C'est-à-dire toutes les nations sont en fait des mélanges de plusieurs groupes humains. Bien sûr, bien sûr. Alors, d'où ça sort ce concept de grand remplacement? Est-ce que c'est lié à cet auteur d'extrême droite dont le nom m'échappe, Renaud Camus. Renaud Camus, ou est-ce que c'est... pourquoi d'un coup on a commencé à parler de cette théorie Alors, c'est une question dans mon livre, justement, que je me suis bien sûr posée. Donc, avant même de m'attaquer à est-ce que ce concept a un sens, je me suis demandé d'où il sortait. Parce que les mots sont très importants. Et c'est vrai qu'il y a une nouveauté dans ces mots. Alors, je pense, disons, pour répondre d'abord, avant de dire exactement d'où il sort,
peut-être plus globalement, je pense qu'il y avait une usure du terme invasion. Ce terme avait été prononcé très tôt et au fond, l'invasion n'était pas vraiment arrivée. Bien sûr, il y avait des arrivées d'étrangers, il y avait des quartiers qui étaient, je dirais, de plus en plus peuplés d'immigrés, d'autres non, mais certains oui. Mais ça ne marchait pas vraiment, on n'était pas complètement envahi. Et puis il y avait aussi le terme, alors on avait essayé le terme, Marine Le Pen a essayé le terme de submersion, qui était un peu une autre façon de dire la même chose, mais ça marchait toujours pas. Donc je pense que l'extrême droite était à la recherche d'un thème nouveau qui traduise cette angoisse assez ancienne des Français, mais qui la renouvelle. Et la grande force, on peut quand même le dire, de ce terme, parce que on dit théorie, mais c'est pas du tout une théorie, même son auteur nie que ça soit une théorie. Il dit c'est une évidence. Donc au fond, la grande nouveauté dans ce terme, c'est que au lieu de se fonder sur un passé, les invasions, c'est les grandes invasions, c'est qui se poursuivent, ça place le terme dans le futur. C'est l'état du futur, on sera remplacé. C'est un peu comme, au fond, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire on place la fin des temps, on place le jugement dernier, l'apocalypse, et on réfléchit par rapport à l'arrivée de cet apocalypse. Alors les chrétiens disent c'est bien, il faut qu'on y aille puisqu'on ira ensuite, on sera libéré de tous les ennuis terrestres, on sera au ciel. Mais c'est quand même cette idée qu'à un moment donné, quelque chose, on va buter contre un mur. Et ça, c'est très fort parce que on n'est plus obligé de faire tout un ressassage des origines, des grandes invasions, de l'arrivée des. Ça devient presque secondaire par rapport à ce qu'on présente comme un danger. Et Renaud Camus a été assez habile parce qu'il non seulement il a présenté ça justement comme une évidence, mais comme une évidence très proche. Donc, et ça me rappelle, puisque j'ai pris l'exemple de l'Apocalypse, après tout, Luther a fait la même chose dans ses discours. À un moment donné, dans ses discours de table, les Tischreden, il dit je pensais que l'Apocalypse arriverait à la fin des temps dans une dizaine d'années, mais au rythme auquel les choses se détraquent, je pense que ça sera encore plus rapidement. Vous imaginez de penser cela. Il y a quelque chose chez Renaud Camus de cet ordre-là. Il dit, notamment le titre d'un des livres doit être 2019 ou 2021, rempart, ou même dernière élection avant le grand remplacement. Donc lui-même a l'air de... une sorte d'urgence de la peur. Oui, exactement. Et donc c'est ça, je prends la force par rapport au thème de l'invasion. Et c'est ce qui a fait, au fond, ce qui a rendu ce thème nouveau. Et en même temps, le grand remplacement, il a existé. C'est-à-dire qu'il y a eu des grands remplacements. Moi, je pense en particulier aux États-Unis. Enfin, à l'Amérique, à l'Australie, ils ont été remplacés. Vous avez tout à fait raison. Là, vous avez absolument... C'est nous qui avons remplacé. Ça a existé, mais c'est des remplacements qui ont une particularité par rapport à celui dont nous menace Renaud Camus et ses émules. C'est une population qui était beaucoup mieux armée, qui était beaucoup plus développée techniquement que les populations indiennes ou bien aborigènes d'Australie. Or là, on est dans le cas inverse. C'est les populations qui arrivent, sont plutôt moins éduquées, viennent de pays qui sont moins techniques que les nôtres. Donc c'est l'inverse. Il faut bien voir que c'est dans justement même les invasions anciennes, c'est ceux qui sont le mieux armés, ceux qui sont les plus aptes à faire la guerre, qui l'emportent. Les Francs, quand ils ont envahi la France, comme on le dit souvent, d'après les comptages qu'on a pu faire, c'était sans doute de l'ordre de 100 000 personnes, femmes et enfants comprises, alors que la Gaule à cette époque comptait au moins 6 millions la Gaule romaine, au moins 6 millions de personnes. Quand on prend les Mongols, les troupes de Tamerlan, c'est des groupes assez petits, c'est jamais des très très grosses masses. Et au fond, quand on voit ce qu'a fait, par exemple, l'arrivée des Espagnols en Cortés, en arrivant au Mexique, il est avec 500 soldats et cavaliers dans un empire, celui de Moctezuma, qui compte sans doute une dizaine de millions d'habitants. Donc il y a là-dedans un rapport qui n'est pas du tout un rapport de masse, mais qui est un rapport de technique. C'est incroyable. Pour parler de manière concrète, on va parler des chiffres. Alors moi, je me suis beaucoup intéressé
je vous l'ai dit, aux commentaires, en fait, en particulier sur des médias d'extrême droite. Je me suis intéressé aux commentaires. Donc, qu'est-ce que disent les gens quand ils vous écoutent parce que bon, votre bouquin, le titre, il est très clair. Donc, il laisse pas de doute sur le fait que pour ça. il laisse même pas le doute que ça soit possible. Donc, une des remarques, c'est de dire les chiffres qu'il nous donne, et on va y revenir, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE. Donc, en fait, ça arrange bien l'État de dire ça. En fait, la vérité, nous, on la connaît. Et c'est bien le grand remplacement. Il n'y a qu'à regarder les photos de classe, etc. Bon, ça, on va y revenir. Il suffit de se balader dans la rue pour se rendre compte que concrètement, il y a quand même de plus en plus de Noirs et d'Arabes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il y a 20, 30, 40 ans. Alors d'abord, c'est quoi les chiffres de l'immigration pour remettre les pendules à l'heure? Parce que je crois il me semble que j'avais lu une stat comme ça qui disait que les Français pensaient qu'il y avait à peu près 30% de musulmans. Alors les Arabes sont devenus musulmans avec les attentats, mais 30% de musulmans en France, ce qui n'est pas du tout la réalité, je crois pas. Donc c'est quoi la réalité statistique d'abord peut-être? Bon, c'est d'abord penser qu'on peut avoir un chiffre de la migration, c'est une erreur. Il y a des chiffres, les chiffres répondent à des questions. Donc Bien on sûr. peut répondre, par exemple, combien y a-t-il d'entrées d'étrangers en France chaque année ou telle année? Bon, on peut chercher à y répondre, c'est pas facile. On peut avoir une fourchette. Dans le cas du grand remplacement, c'est au fond paradoxalement plus facile. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, grand remplacement? Comme Renaud Camus refuse de le définir, il est quand même obligé, ici ou là, de dire de quoi il s'agit. Et ce qu'il dit, c'est un peuple remplace un autre peuple. Donc, cet autre peuple, bien sûr, c'est le peuple des immigrés. Alors, j'entre pas dans le détail, ça n'a pas de sens d'ailleurs de qualifier l'ensemble des immigrés de peuple. Ça veut dire, dites à un Algérien qui fait partie du même peuple qu'un Marocain, il va être quand même très furieux. Ou qu'un Soudanais, ou un Chinois. Ou qu'un Chinois, ou qu'un Congolais. Ou un Ukrainien, parce que les Ukrainiens sont aussi des immigrés. Hein, ou un Ukrainien, exactement. Donc, ça n'a pas grand sens. Mais disons, les immigrés. Donc, la question devient beaucoup plus simple, c'est de combien la population immigrée, le nombre d'immigrés augmente en France chaque année. Voilà, là, cette fois-là, on peut y répondre. Et cette fois-là, l'INSEE a une procédure qui, je trouve, est très correcte. C'est-à-dire que l'INSEE fait ce qui s'appelle des enquêtes de recensement. C'est 9 millions de personnes à peu près chaque année. Donc, c'est pas le petit enquête IFOP à 1 million, à 1000 personnes. 1000 personnes, ouais. Donc, et puis c'est un recensement normal, donc on demande aux gens leur nom, leur âge, leur lieu de naissance, leur nationalité, leur profession, etc. Du coup, l'INSEE, chaque année, publie un tableau avec les immigrés, selon, y compris d'ailleurs, leur pays d'origine. Et alors, pas tous les pays, mais les grands pays. Et ce tableau, comme on l'a chaque année, d'une année à la suivante, il suffit de faire une soustraction et on sait de combien le nombre d'immigrés a augmenté. Le dernier tableau, c'est pour entre 2020 et 2021. Le chiffre d'augmentation, c'est 144 000. L'INSEE fait ça depuis 2006. En moyenne, depuis 2006, c'est 110 000 personnes, 110 000 immigrés de plus chaque année. Or, la population que l'INSEE appelle non-immigrés en France, c'est pratiquement 60 millions d'habitants, donc on voit bien que 110 000 ou 130 000 ou 140 000 de plus chaque année, ça mettra énormément de temps pour le changer. Donc là-dedans, le chiffre, au fond, dans ce cas précis du grand remplacement, on a vraiment une réponse, je dirais, simple. Si vous me demandiez sur, par exemple, le nombre d'immigrés qui entrent ou qui sortent, je serais beaucoup plus, prudent parce que c'est pas très bien mesuré, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est des permis de séjour, et c'est pas exactement de la présence physique réelle. Mais avec les deux recensements dont je vous parle, on a de la présence physique réelle. Alors, est-ce que l'INSEE truque ces chiffres? C'est extrêmement dur de truquer des chiffres de recensement parce qu'il y a des tas de cohérences. Vous avez une certaine proportion de familles avec 2, 3 enfants, vous avez une pyramide des âges, et tous les essais de trucage des recensements, on est arrivé à les démonter, à montrer. Il y a des cas, moi je pourrais en parler plus longtemps, il y a un recensement lyonnais qui a été truqué pour essayer de dépasser Marseille en nombre d'habitants. On
l'a assez vite repéré. En fait, ce qui est marrant, c'est que souvent ceux qui truquent les chiffres, c'est plutôt les gens de l'extrême droite. Et pourtant, c'est eux qui reprochent. Enfin, c'est toujours un petit peu l'arroseur arrosé. C'est pour ça que je prenais l'exemple des États-Unis, parce que pour le coup, enfin les États-Unis d'Amérique à l'époque, mais où ça marche aussi en Australie, ça marche aussi en Amérique latine, pour les raisons que vous avez évoquées. Hein, mais du coup, c'est un peu l'arroseur arrosé à chaque fois. Est-ce que le problème, c'est pas qu'en France, on interdit les statistiques raciales? Est-ce qu'à la base de cette peur, parce que du coup, j'ai la sensation que comme il me semble que c'est interdit en France de faire des statistiques raciales. Ce qui est, alors, c'est une autre affaire compliquée sur laquelle d'ailleurs j'étais pas mal intervenu. J'avais même monté une commission qui a publié son rapport sous un titre un peu dur, Le retour de la race, qui va un peu dire ce que ça signifie. Ce qu'on pense, et je suis pas le seul, disons, j'avais monté cette commission avec Elisabeth Badinter, et notre sentiment, c'était que, plus que notre sentiment, notre appréhension vis-à-vis de statistiques ethniques était qu'une fois, et par comparaison avec les Américains, une fois qu'on a introduit des statistiques ethniques, les personnes se positionnent en fonction de ces statistiques. C'est-à-dire, même si au fond ils ne s'étaient pas vraiment fixés sur une origine donnée, ils se mettent sur une origine donnée et au fond ils se simplifient eux-mêmes. Or, d'abord, le premier point est qu'en France, nettement plus qu'aux États-Unis, il y a énormément d'origines mixtes. Quand vous regardez actuellement, et c'est un autre très beau travail de l'INSEE, quels sont les enfants de ce qu'on appelle les descendants d'immigrés, donc pas simplement les jeunes, hein, c'est tous ceux dont au moins un parent est immigré, ce qui sont à peu près aussi nombreux que les immigrés, donc ça représente à peu près un peu plus de 6 millions de descendants d'immigrés. La moitié d'entre eux sont descendants de couples mixtes. Donc où vous les classez. Donc au fond, c'est le premier obstacle. Le second obstacle, c'est très difficile de fabriquer une classification ethnique. Parce que, bon, vous avez celle des États-Unis, historiquement, est fondée sur la fin de l'esclavage, mais mettons, vous avez une catégorie aux États-Unis, Asian. Asian, c'est aussi bien un Iranien qu'un Japonais, ou bien qu'un Laotien. Donc, vous avez en Angleterre, là, il y a une statistique ethnique, disons que c'est plutôt les pays anglo-saxons qui pratiquent ça. En Angleterre, il y a quelques statistiques ethniques qui sont typiques pour l'Angleterre, c'est-à-dire que la catégorie blanc, white, comprend aussi bien les Maghrébins, les Turcs, les Iraniens que les Français. Mais il y a par exemple 3 catégories pour les Indiens. Il y a Indiens, Bengalis et Pakistanais, parce que ces 3 groupes qui ont une histoire avec l'Angleterre et qui sont d'ailleurs là, de ce point de vue-là, assez différents. Les Indiens sont des gens, comme le Premier ministre actuel, c'est des gens très riches. En général, c'est la bourgeoisie sikh qui est venue. Les Bengalis, c'est des gens plutôt pauvres qui ont été amenés pour travailler dans les usines des Midlands, et puis les Pakistanais sont un peu intermédiaires. Donc, pour la France, comment on ferait? Ça serait très, très compliqué. Il y a eu des tentatives, mais elles ont, au fond, elles ont plutôt foiré, parce que justement, il y avait des tentatives, par exemple, de distinguer les Kabyles des Algériens, ou les Berbères ou les Kurdes des Turcs, ou les Berbères des musulmans. Et puis là où elles ont foiré, c'est sur l'Afrique noire, parce que c'était très difficile de dire, il y en a qui sont Peuls, il y en a qui sont ainsi de suite. Donc, il y a ces 2 difficultés. Puis le troisième point important, c'est qu'on a tout ce qu'on veut comme statistiques ethniques, il faut bien le dire, mais c'est des statistiques d'origine nationale, c'est-à-dire que on a non seulement dans les recensements, justement, par exemple dans le cas que je citais, on sait quel est le lieu et la nationalité d'origine des personnes en France pour l'ensemble de la population, mais il y a aussi ce qu'on appelle un échantillon démographique permanent qui est rassemblé à Nantes par l'INSEE, où on collecte tous les actes concernant des personnes et leurs enfants. Donc c'est avec ça qu'on peut notamment... c'est pas... les publications, c'est il faut qu'un chercheur demande
l'accès. On n'a pas toute personne, mais toute personne qui dit qu'elle veut faire une étude aura accès. Par exemple, grâce à ça, on a de très bons résultats sur les taux de chômage des descendants d'immigrés selon leur origine. Donc au fond, pour apprendre quelque chose sur la population, et sur notamment la question de l'immigration, on a déjà tout ce qu'il faut, et passer à quelque chose qui serait dans le recensement même marquerait, comme je l'ai dit, les individus et avec des origines compliquées. Par exemple, est-ce que vous metteriez, supposons qu'il y ait la catégorie noire, bon, vous aurez tout de suite une levée de bouclier parce que les Antillais ne voudront pas être en même temps que les Africains. Il y a des associations qui sont rivales. Le CRAN, qui est l'association des Africains, est très très mal vu par les Antillais qui ont leur propre... Vous voyez le genre de difficulté, parce qu'il faut bien voir que derrière, il y a des pesanteurs historiques. La France, c'est au fond... pas dans les Antilles, mais dans la France même, elle n'a jamais vraiment connu l'esclavage. On a connu le servage, mais déjà, l'esclavage était interdit sous Louis XIV. Le Code noir a été uniquement pour les Antilles, tandis que les États-Unis sont leur histoire... Il l'a remis quand même. Non, le Code noir a été mis par Colbert dans les Antilles, dans Martinique, Guadeloupe. Il a été retiré à la Révolution, et il a été remis par Napoléon. Tout à fait. Et puis ensuite, il a été... mon histoire quand même. Non, mais vous avez raison. Mais c'était seulement valable pour les Antilles. Donc il n'y a pas une histoire de la France qui est quand même complètement marquée par l'esclavage. Quand on fait l'histoire il y a eu de très bons livres sur l'histoire des statistiques raciales aux États-Unis, enfin ethno-raciales comme ils disent, ça commence dès la République américaine, dès la proclamation de l'Union, comme on dit, donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a déjà cette question des statistiques, parce qu'il s'agit de savoir, c'est le droit de vote des esclaves. Donc on donne un droit de vote supplémentaire aux propriétaires pour 3 esclaves, par exemple, des choses de ce genre. Et puis ça va continuer, ça marque complètement l'histoire des États-Unis. C'est pas le cas pour la France. Bien sûr, il y a le cas des Antilles, mais c'est quand même une préoccupation, c'est pas la préoccupation majeure des Français. La préoccupation majeure des Français, elle a varié, mais mettons, à partir des années 1870, c'est l'Allemagne, c'est pas l'esclavage. Non, nous, on a envoyé des bateaux, quoi, principalement. On avait des bateaux négriers, principalement. Il y a eu du commerce, mais les bateaux négriers, ce qu'on appelle le commerce triangulaire, mais ils ne passaient pas par la France. Ils partaient avec la verroterie de Nantes. À Bordeaux, non ils partaient de Bordeaux ou de Nantes, mais ou même pas, aussi, ils partaient aussi de La Rochelle, enfin bon, de la plupart des grands ports, et puis ils allaient avec la verroterie sur la côte de Guinée, ils l'échangeaient contre des esclaves. Ces esclaves étaient emmenés aux États-Unis, souvent, disons, plutôt en Louisiane, à l'époque, pour les Français, ou bien dans les colonies, dans la Martinique, enfin, la colonie non, dans les îles des Antilles. Et puis ensuite, les bateaux revenaient souvent avec du rhum, avec des produits des Antilles. Donc la France n'a pas connu. On a des exemples d'ailleurs de Noirs qui vivaient en France à l'époque de Louis XIV et même jusqu'à la Révolution. Ils étaient comme les autres. Il y a un auteur très connu. Bien sûr. Oui. C'est un peu plus tard. Mais un tout petit peu plus tard. Mais bon, je suis pas sûr que tout le monde sache qu'il est donc l'auteur des Trois Mousquetaires, entre autres. Oui, bien sûr. Oui, c'est à lui que je pense. Vous avez tout à fait raison. Donc, ce que vous dites, c'est, en gros, il y a 7-8 millions plutôt d'immigrés. Il y a 7 millions d'immigrés à peu près. Voilà, et 7 millions d'enfants d'immigrés. Oui. C'est un peu ça. Oui, mais vous voyez que, alors, dans ces 7 millions d'immigrés, bien sûr, pratiquement la moitié sont des immigrés qui viennent d'Europe. Oui, bien sûr. Donc l'autre moitié vient assez largement, majoritairement d'Afrique, mais aussi il y en a qui viennent d'Amérique du Sud et puis d'Asie. Un petit, pas trop, mais mettons les Turcs. Et puis, comme je l'ai dit, la seconde génération, comme on l'appelle souvent, elle est constituée pour moitié d'enfants de couples mixtes. Donc ils sont, bien sûr, ils sont seconde génération d'immigrés, mais ils sont aussi seconde génération de non-immigrés. Bien sûr. Et il faut ajouter un dernier point qui est important dans la circonstance actuelle, c'est que l'ensemble de ces pratiquement 7 millions
d'immigrés, 37% d'entre eux ont la nationalité française. Et ça, j'ai vu que ça commençait à faire jouer quelque chose à l'extrême droite, parce que, par exemple, quelqu'un comme Zemmour, qui parle de remigration, c'est tous les immigrés, hein, c'est pas sans distinction. Mais Marine Le Pen, maintenant, dans la question de la préférence nationale, a clairement dit qu'elle ne s'adressait qu'aux immigrés étrangers. Donc elle reconnaît, c'est important quand même, parce que ça veut aussi dire, parce que alors les immigrés étrangers, il en reste que 63% des 7 millions, donc c'est un peu plus de 4 millions, donc on tombe sur des chiffres de plus en plus bas. Et puis surtout, ce que vous dites, c'est que la moitié de ces gens-là sont blancs, en fait, parce qu'ils viennent d'Europe. Bien sûr, oui, alors blancs, oui. Enfin, non, parce qu'il s'agit, parce qu'en vrai, techniquement, on va se dire les choses, la réalité, c'est que en fait, ça, c'est du racisme, parce que moi, ce que je vois dans les commentaires, et ce que je vous disais, j'ai beaucoup regardé, c'est il suffit de regarder, de se balader dans la rue, d'aller à Saint-Denis, de regarder les photos de classe d'il y a 40 ans et d'aujourd'hui. Clairement, il y a beaucoup plus de Noirs et beaucoup plus d'Arabes. On ne se pose pas la question de savoir s'ils sont français ou pas français. Alors, on se pose la question de savoir leur couleur de peau. Enfin, oui, alors la couleur de peau des Arabes, elle est blanche. Hein, oui, en l'occurrence. Et puis la couleur n'a jamais fait une race par ailleurs. Mais bon. Oui, puis d'abord, mais qui est plus de personnes de couleur noire? Oui, bien sûr, il y en a plus, parce que cette immigration s'est déclenchée plus récemment. C'est pas énorme, je crois que. Alors, il faut aussi voir que beaucoup de Noirs, disons, presque la moitié de ceux qu'on considère comme noirs en France, c'est en fait des Antillais ou des Réunionnais ou des Kanaks. Mais je crois que grosso modo, c'est très difficile de savoir cette fois-là. Il faut les prendre partie par partie. Mais disons que ceux qui sont originaires d'Afrique noire, ça doit être à peu près, c'est de l'ordre de 500 000 personnes actuellement. Donc c'est de là un peu moins d'1% de la population. Donc c'est encore assez peu. Mais c'est vrai que c'est en augmentation et surtout, et ça je comprends que certains soient sensibles à cela, c'est très concentré. Prenez les Maliens, ils sont à Montreuil, par exemple. Bon, mais si vous êtes, au lieu d'être à Montreuil, si vous êtes, à La Roche-sur-Yon, hein, vous aurez du mal à trouver un Malien. Donc, quelque part, le fait vient de l'extrême irrégularité aussi du peuplement, et ce qu'on peut aussi appeler de ségrégation. Et là, il y a des arguments. Donc, c'est vrai que on prend France Stratégie, qui fait des très gros travaux intéressants, a publié une carte de la proportion d'enfants d'immigrés non européens dans les îlots, même plus finement que les communes, de Seine-Saint-Denis, par exemple. Alors, cette proportion est souvent très importante. Mais, et du coup, effectivement, pour quelqu'un qui regarde cela, il a l'impression que la France est remplacée ou envahie, ou tout terme de ce genre-là. Mais si vous prenez, dans cette même étude de France Stratégie, ce que ne font pas ceux qui regardent Saint-Denis, vous prenez l'agglomération de Lens. C'est quand même, là, dans le Nord, c'est une grosse agglomération. Là, vous avez beaucoup de mal à trouver des immigrés et des enfants d'immigrés, parce que la proportion d'immigrés y est faible, parce que ça n'attire plus. Il faut bien voir que les immigrés, on les trouve là aussi où il y a du développement économique et du travail. Ils ne sont pas idiots, quoi. Non, bien sûr. Mais je pense que je vous écoutais, je me disais que les gens qui vous entendent et qui croient au grand remplacement, je ne sais pas s'ils écouteront ce podcast, a priori pas trop, mais et qui vous entendent dire en fait il y a 500 000 Noirs non antillais en France, je pense qu'ils vont hurler. Hein. C'est-à-dire que parce qu'en fait ils ont tellement cette sensation de les voir partout que du coup je pense que ça. Oui, mais c'est bizarre parce que je crois qu'ils les voient surtout sur les écrans de la télévision, parce que c'est comme je vous l'avais dit, j'ai fait un travail tout bête qui est de regarder. Est-ce qu'il y avait une coïncidence entre les lieux où habitaient les immigrés et puis les lieux où l'on votait pour le Rassemblement national? Il n'y a absolument pas de coïncidence. On peut dire qu'au niveau des communes en France, moins il y a d'immigrés, plus on vote pour le Rassemblement national. Et c'est vrai d'ailleurs dans pratiquement tous les pays d'Europe. C'est vrai en Suisse, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne, avec des nuances. Donc là-dedans, je ne sais pas d'où, si vous voulez, c'est pas une impression vécue quand les personnes disent « Ah là là, il y a des boucheries halal, il y a des femmes en burqa ». Non, ceux qui votent pour le Rassemblement national dans la Haute-Marne, je les mets au défi de trouver une femme
femme en burqa dans une campagne de la Haute-Marne, et puis une boucherie halal. Il n'y a pas d'immigrés dans ce coin-là, ou très très peu. C'est souvent des immigrés qui ne viennent pas du Maghreb. Donc il y a quelque chose dans ce sentiment de... quelque chose d'irrationnel, ou alors peut-être entretenu par peut-être parce qu'ils voient à la télévision. Je crois qu'on a souvent beaucoup plus peur au fond beaucoup plus peur de ce qu'on ne vit pas que de ce qu'on vit, parce que prenez le département, la Seine-Saint-Denis, puisqu'on en parle, c'est le département qui a le plus d'immigrés. C'est quand même, c'est beaucoup, tout compris, hein, toutes origines, c'est 30% de la population est immigrée. C'est le 3e département qui a donné le moins de voix à Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Donc il y a quand même quelque chose d'un peu, si vous voulez, étrange. Alors souvent, je me suis demandé, mais pourquoi, puisque ils sont tout le temps en contact avec des immigrés. Je crois que c'est parce que quand vous êtes en contact avec une population immigrée, au fond, le mot immigré ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il y en a qui sont en complet veston 3 pièces, qui sont des cadres, il y en a qui sont des balayeurs, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui sont des SDF. Il y a une telle variété donc ils peuvent se concentrer. Bon, ils vont par exemple se concentrer sur les Roms, ou bien sur effectivement ceux qui sont noirs, parce qu'ils les voient traîner dans la rue. Mais globalement, le mot immigré n'a plus grand sens pour eux, je crois. Après, je pense que les gens qui vous écoutent, ils vont se dire, bah oui, mais s'il y a 30% d'immigrés, c'est parce que ces gens-là, ils votent aussi, donc du coup, c'est normal qu'ils votent pas extrême droite. Non, parce que votre argument est juste, mais je l'ai souvent rencontré. Mais d'abord, sur les 30% d'immigrés, vous remarquerez que, comme je l'ai dit, 37% seulement sont français. Donc 37%, le 30%, vous tombez déjà à 10%. Bon, les 10%, peut-être, c'est d'ailleurs pas du tout sûr. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Ils votent plutôt un peu plus à gauche que les autres. Mais il y en a aussi, vous savez qu'il y a des milieux immigrés, notamment des milieux assez proches des musulmans, qui sont assez à droite, parce qu'ils sont pour les mœurs, pour eux, ils sont contre tout ce qu'ils voient, le wokisme, l'homosexualité, tout cela. Donc, c'est pas si simple. Non, et moi, dans ma famille, j'ai une tante qui vient des Antilles, et qui vote Zemmour, et c'est même pas qu'elle vote Zemmour, c'est-à-dire qu'elle est fan de la première heure, parce qu'elle déteste les Arabes, vraiment, hein, et on peut pas la raisonner. J'ai même arrêté de discuter avec elle, en fait, parce que c'est irrationnel. Oui, non, mais il y a aussi un réflexe, alors je pense qu'il joue un peu en France, mais c'est mal étudié, mais qui est alors très connu aux États-Unis. C'est toute vague migratoire est très opposée à la suivante. Il y a même une formule qui dit « le dernier qui entre ferme la porte » ou quelque chose comme cela. Et je pense qu'une grande partie d'ailleurs du vote pour le Rassemblement national dans le nord de la France. Le nord de la France a eu une très grosse immigration d'origine polonaise, yougoslave, puis ensuite marocaine. C'est souvent des enfants d'immigrés qui votent. Et que ceux-là, ils ne tiennent pas à être... assimilés aux immigrés. Ils pensent qu'ils ont, souvent à juste titre, qu'ils ont fait leur vie, et ils veulent pas qu'on les confonde avec la vague suivante. Pour les États-Unis, c'est caractéristique. Faut surtout pas, on est différents d'eux. Vous savez, quelquefois, on appelle ça aussi le syndrome du nouveau converti. Et je me souviens d'un... Comme les anciens fumeurs, ceux qui arrêtent de fumer, qui supportent pas la... Exactement, voilà, il y avait je me souviens qu'il y avait un Espagnol qui avait gagné le Tour de France, mais il n'était pas espagnol, il était devenu français, et il racontait que... On l'interrogeait, je me souviens d'un article sur lui, parce que il faisait partie du comité scientifique, soi-disant comité scientifique du front du FN de Le Pen. On lui disait, mais comment vous, qui êtes immigré, comment vous acceptez d'aller avec le Front National, au fond, de le servir? Et il disait, écoute, quand j'étais enfant, dans l'école, tout le monde se moquait de moi parce que je crois que c'était dans l'Aveyron, tout le monde se moquait de moi parce que j'étais un immigré. Ça m'a renforcé. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis devenu. Et désormais, on donne la nationalité au rabais. Et
C'était exactement cette idée, c'est que lui, il avait vraiment trimé pour devenir ce qu'il était, et il avait surmonté ce rejet, et les autres n'avaient pas les mêmes difficultés que lui. En fait, les autres ont les mêmes difficultés que lui, mais ils ne voulaient pas être assimilés aux autres. Mais d'ailleurs, sans aller jusqu'au point Goldwyn, ça me fait un peu penser à ce que vous dites à Éric Zemmour, parce que je me dis, point Goldwyn, je le fais parce que je me dis, ça me fascine d'ailleurs, je trouve ça incroyable que Hitler ait réussi à vendre cette idée de l'Arien blond, grand, musclé, alors que lui c'était un petit bourrin moustachu. Et alors Zemmour, je ne compare pas Zemmour à Hitler, hein, attention, mais il y a quand même un truc similaire qui est que c'est un fils d'immigrés juifs marocains. Oui. Et en fait, je trouve ça génial, je trouve ça hyper intéressant que ces gens qui votent Zemmour, qui est quand même à l'extrême droite de l'extrême droite, ne réalisent pas que en fait, la personne à laquelle, qu'ils suivent en l'occurrence, fait partie des personnes qui détestent, en fait. Je trouve ça assez étonnant. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un peu fascinant, en fait. C'est un peu fascinant, c'est compliqué, parce que effectivement, en plus de ça, il y a toute une histoire de... En fait, il n'est pas marocain. Enfin, sa famille vient du côté de Constantine, je crois. Mais les Zemmour, là où vous avez raison, les Zemmour, c'était une tribu très sauvage du Maroc, qui n'avait pas accepté d'ailleurs la religion musulmane pour ne pas être soumise à Rabat, pour pas être soumise à la monarchie chérifienne, et donc une partie d'entre eux ont émigré vers l'Algérie et se sont sans doute à ce moment-là convertis au judaïsme pour échapper à... Il est vraisemblable qu'il y ait une histoire de ce genre-là, parce que c'est un nom qu'on rencontre encore maintenant, des Zemmour en Algérie qui sont musulmans. Et alors le point d'après, évidemment, c'est de dire... Oui, mais vous voyez bien toutes ces femmes qui se battent pour mettre le voile, alors qu'en Iran, elles se battent pour l'enlever. En fait, en France, les immigrés, je pense principalement aux Arabes, hein, parce que globalement, on va se le dire, c'est de ça qu'il s'agit. Et encore, des musulmans, mais en fait, à ce stade-là, on associe tous les Arabes aux musulmans. Donc voilà, moi, je fais la différence, évidemment, mais je pense que la majorité des gens, en tout cas ceux qui pensent à ces théories ne le font pas, ils ne s'assimilent pas. Et en fait, ça me questionne sur le modèle d'assimilation républicain. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Parce que le modèle d'assimilation républicain, il est dans soit tu rentres dans le moule, soit tu es à l'extérieur du moule. Tandis que quand on regarde le modèle d'intégration aux États-Unis, qui est très différent, parce que du coup, les gens restent entre eux, donc voilà. Mais ou en Angleterre, c'est le même système. On intègre beaucoup mieux, entre guillemets, les différentes... je ne sais pas comment dire d'ailleurs, parce que c'est pas des races, donc des différentes... origine. Oui, origine, nationalité, ou origine culturelle, ou différentes cultures, voilà. Mais par contre, les gens restent entre eux. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce modèle d'intégration. Est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est un terme avec lequel j'ai toujours eu des difficultés. Je pense que le terme précédent, assimilation, était plus clair, en sens que, vous devenez exactement comme les autres Français. On ne doit plus déceler entre eux et vous l'épaisseur d'une feuille de cigarette. Mais c'est plus possible de toute manière, on est mondialisé, donc c'était possible encore dans les années 60, mais maintenant y a les télés, il y a Internet, donc les contacts, il y a les voyages, donc il y a les contacts avec les pays d'origine, inévitablement continuent d'exister, donc c'est un rêve de croire qu'on va complètement y renoncer. Après tout, moi, une partie de mes origines est bretonne, je continue à avoir des contacts avec la Bretagne, c'est pas pour ça que je ne suis pas intégré. Bon, donc il y a ce côté-là, et au fond, c'est vrai que il y a des noyaux qui, on peut dire, disons-le comme cela, qui ne s'intègrent pas ou refusent de s'intégrer. Je crois que c'est un vrai problème. Je pense aussi que si on compare aux pays voisins, que ce soit l'Angleterre ou l'Allemagne, la question de la langue joue un rôle important. La question de la langue, on n'y a pas fait attention en France au début parce que l'immigration venait, elle vient encore assez largement, mais elle venait des anciennes colonies. Et dans les anciennes colonies, on a maintenu l'enseignement du français pendant très longtemps, mais de moins en moins maintenant. Donc il faut voir que dans les nouveaux arrivants, même ceux qui viennent d'Afghanistan par exemple, ou de Turquie, ils n'ont pas appris le français sur place. Donc il y a une urgence qu'ils apprennent bien le français, aient intégré
immigrer, pour moi, je dirais, c'est maîtriser vraiment bien la langue. C'est-à-dire, parce que maîtriser la langue, ça veut dire qu'on peut établir des contacts avec les gens qui sont autour de vous, donc avec la population. Ce que font les Allemands. Les Allemands, c'est extrêmement encadré quand mettons un réfugié afghan ou syrien arrive en Allemagne, il est à entre 3 et 5 heures de cours d'allemand par jour et il ne peut pas y échapper. D'ailleurs, on voit que les Turcs et les Afghans qui arrivent d'Allemagne parlent allemand, même ceux qui ont été refusés. Mieux que les Allemands eux-mêmes. Oui, donc, alors en Angleterre, c'est plus simple parce que l'anglais est maintenant enseigné presque universellement. Donc là, ça se passe mieux. Mais en France, on a un problème je dirais que s'il fallait faire quelque chose, ça serait d'être beaucoup plus strict sur l'apprentissage de la langue. Ça me paraît... Et surtout dans la langue, il y a la culture, en fait, en réalité. Presque automatiquement, mais je dirais la culture, c'est surtout que dès que vous avez la langue, vous avez des contacts avec le milieu où vous êtes, donc vous pouvez effectivement, vous pouvez adopter leurs pratiques culturelles, mais la plupart des immigrés sont assez désireux d'acquérir ces pratiques culturelles, sauf si on leur refuse. Je cite souvent un proverbe sénégalais qui dit « Quand vous arrivez dans un village où tout le monde se tient sur une seule jambe, le mieux c'est de vous tenir sur une seule jambe ». Et je pense que disons, la grande majorité des immigrés sont comme cela. Pas tous, bien sûr. Il y a des noyaux de résistance, de la même manière que dans l'islam en France, il y a des noyaux qui sont, je dirais même, inquiétants. Et là, je crois quand même que le gouvernement, il fait attention. Mais dans l'Église catholique, il y a des noyaux inquiétants aussi, avec des variétés d'intégristes. Donc, bon, dans chaque population, il y a toujours des extrêmes, peut-être, qui sont un peu plus nombreux, un peu plus épais dans le cas des musulmans de France, mais c'est quand même une très petite minorité. La plupart, ils veulent réussir leur vie, quoi. Ils sont comme tout le monde. Ouais, sûr. Mais d'ailleurs, quand vous dites il y a des groupuscules dangereux dans toutes les communautés, moi ça me fait penser aussi à l'extrême droite et à cet homme qui est un terroriste en fait, qui a été tué c'était des Kurdes, si je me trompe pas. Oui, des Kurdes. Oui. Et c'est un acte terroriste aussi. Oui, alors c'est compliqué. Il faut se méfier. On vit maintenant au rythme des faits divers, parce que apparemment le type était un peu dérangé. Bon, faut voir de près. Il y a là, c'est des cas quand même très. Inversement, l'Algérienne aussi, qui a commis ce meurtre d'une jeune fille. Oui. C'est très spécial. Elle était très dérangée aussi. Ouais, c'est des gens qui sont, c'est ce que font les spécialistes actuellement des questions de terrorisme le disent de plus en plus. C'est pas des gens qui sont embrigadés comme l'étaient ceux qui ont commis les attentats, les très graves. C'est plutôt des personnes qui un peu fragiles et puis qui sont sensibles, qui s'auto-persuadent que le problème vient de là. Alors, mais je crois que c'est pas eux les plus, ils sont dangereux cas par cas, mais bon, c'est très difficile de savoir quand, je crois qu'on ne peut pas savoir quand une personne va justement un peu déréglée, va réaliser sa phobie ou son fantasme. Et je trouve que dans les cas récents, il me semble qu'il y a quand même eu assez peu de cas où c'était vraiment une organisation forte, pensée, mûrement réfléchie, avec un matériel quand on voit le matériel employé bien sûr les résultats est horribles, souvent d'ailleurs d'autant plus horrible que le matériel employé, c'est des couteaux, c'est du mauvais fusil, du bricolage. Et avant qu'on commence à enregistrer, vous me disiez, en fait c'est marrant parce que donc souvent dans les commentaires ce qu'on voit c'est une mauvaise intégration, donc ils veulent pas s'intégrer, etc., etc. Moi j'aurais tendance à répondre oui mais attention, est-ce que vous avez vraiment envie qu'ils s'intègrent? Oui, une aussi. Question. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Ce que vous me disiez c'est que finalement, en vrai quand on regarde, en fait la très grande majorité ils sont plutôt très bien intégrés en fait. Très bien, je sais pas, mais ils sont intégrés. Il y a un bon indicateur. Alors bien sûr, ceux qui sont contre les statistiques vont pousser des hurlements, mais c'est une enquête qui a été faite une grosse enquête par le ministère de l'Éducation nationale et par l'INSEE sur le niveau d'études des enfants d'immigrés.
par rapport au niveau d'études des enfants de ce qu'ils appellent non-immigrés. Quand, globalement, les enfants d'immigrés réussissent moins bien que les enfants de non-immigrés. Mais, et c'est là que l'étude est très intéressante, l'étude a regardé, a classé selon la profession des parents. Donc, il faut comparer non pas les immigrés, les enfants d'immigrés globalement aux enfants de non-immigrés, mais les enfants d'immigrés ouvriers aux enfants de non-immigrés ouvriers, les enfants d'immigrés cadres aux enfants... Et là, le résultat est tout à fait différent. Les enfants d'immigrés ouvriers, qui sont la plus grosse masse des enfants d'immigrés, réussissent, la proportion de ceux qui ont fait des études après le bac est plus importante que celle des enfants de... Donc c'est l'inverse, vous voyez. Mais il y a aussi... dans le bas, la proportion de ceux qui n'ont pas de diplôme est aussi un peu plus importante. Donc il y a les deux aspects, mais l'aspect important, c'est que ceux qui ont fait des études sont un peu plus ils ont un peu plus fréquemment fait des études, et ça s'explique, je dirais, ça s'explique de la façon suivante, c'est que ceux qui sont les enfants d'immigrés, la seconde génération, c'est des enfants de parents, d'abord, la première immigration, celle des années jusqu'aux années 2000, c'est une immigration de gens qui étaient souvent même pas alphabétisés, c'est-à-dire je dirais, il y a un gros mérite à mais c'est des personnes qui en voulaient. Et quelque part, et là il y aura des hurlements quand je vais vous le dire cela, la classe, les ouvriers en France, c'est un peu ceux qui ne sont pas devenus autre chose. C'est terrible à dire, mais on n'a pas du tout une tradition ouvrière comme en Allemagne ou comme en Angleterre, où on est ouvrier de père en fils. Il y a des traditions chez les dockers, il y en avait chez les mineurs, il y a dans quelques métiers, mais globalement maintenant, au fond, les enfants d'ouvriers ne veulent pas être ouvriers. Donc ceux qui restent ouvriers, il y a une sélection qui est plutôt positive, et sans doute même assez positive pour les enfants d'immigrés. On continue sur la lancée, et puis il y a une sélection qui est plutôt négative pour les enfants d'ouvriers français, avec des difficultés pour les deux, parce que les classes ils sont dans des quartiers où l'enseignement est plus difficile, etc. Là, je simplifie beaucoup, mais le résultat de l'enquête que je vous dis est, de ce point de vue-là, très intéressant, parce que il explique les deux choses qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, il y a effectivement un peu plus d'enfants d'immigrés ouvriers qui ne réussissent pas que d'enfants d'ouvriers français, mais il y en a aussi un peu plus qui réussissent bien. Au fond, il y a deux... Mais on le dit de plus en plus, on dit la courbe à deux bosses, si vous voulez, et on le dit maintenant, même, on le voit dans ceux qui arrivent en France actuellement. Ceux qui arrivent en France, il y en a... ils sont un peu plus éduqués que la moyenne des Français, mais ils sont aussi un peu moins éduqués, si vous voulez. Il y a les deux, les deux extrémités. Et il y a aussi, de manière associée, je trouve, un contexte social. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à penser, oui, mais regardez, quand même, la population carcérale, principalement des immigrés, les gens qui passent dans les faits divers, principalement des immigrés, les gens qu'on voit voler dans la rue, etc., principalement des immigrés. En tout cas, c'est sans doute ce que les gens ont en tête. Et moi qui viens de la cité, justement, ce que j'ai vu, c'est que, quelle que soit la couleur de peau, parce que c'est un contexte social, c'est-à-dire que si on met n'importe qui, quelle que soit la culture d'origine, dans un contexte social, c'est-à-dire dans des tours, avec rien à faire, des profs qui sont complètement débordés, parce que les classes sont surchargées, en fait, on arrive au même résultat. Donc, en fait, c'est aussi un élément que les gens prennent pas en considération. Ou est-ce que c'est pas une problématique parce que vous parliez tout à l'heure, et on va y revenir, de petits remplacements. Vous n'avez pas utilisé l'expression, mais on va y revenir, de ce concept de petit remplacement. Il y a des envies, j'imagine, des populations de se regrouper, parce que on a envie de connecter avec des gens qui nous ressemblent, naturellement. Mais il y a aussi l'urbanisation de la France qui a poussé ces populations-là dans des contextes qui n'étaient pas forcément les meilleurs non plus. Oui, je pense que c'est un vrai problème, la ségrégation. Il y a quand même des tentatives d'y remédier, mais c'est difficile. C'est pas, je dirais, seulement le fait que les immigrés veuillent se regrouper entre eux, c'est le fait que c'est leur mode de recrutement. C'est-à-dire que quand vous êtes immigré,
depuis un certain temps, mettons, vous êtes un Malien à Montreuil, vous êtes dans une petite entreprise, il y a une place qui se libère, le patron trouve que vous êtes correct et tout, il dit, bon, tu connaîtrais pas quelqu'un, alors le Malien appelle un de ses copains qui est au Mali, lui dit, écoute, il y a une place, donc le recrutement se fait mais il se fait de la même manière, je pourrais vous donner des exemples pour les ouvriers français, très souvent, c'est par confiance, alors bien sûr, il y a des grandes entreprises où ça se passe différemment, mais disons un grand nombre de recrutements en France sont faits comme ça, de façon pas du tout, je dirais pas du tout scientifique, si on peut dire, mais oui, c'est fait par c'est humain, par des contacts, donc du coup, ça crée des agglomérations de gens qui viennent de la même origine. Alors les HLM en France avaient tenté quand même de diversifier, et c'est vrai que quand on regarde la composition dans les HLM, on a souvent beaucoup de nationalités différentes. Il y avait un exemple célèbre dont je me souviens plus quelle commune de la Seine-Saint-Denis, mais dans une barre de HLM, il y avait 21 origines différentes. Donc il y a un petit effort, mais c'est compliqué à réaliser parce que c'est pas tellement qu'ils veulent être entre eux, c'est que c'est la cause de leur arrivée et tout est lié à des connaissances familiales, des connaissances de village. Ça, c'est très difficile de faire autrement. Donc là, c'est un des problèmes je pense que c'est un des problèmes posés. Alors, sur la question de la criminalité, oui, il y a la criminalité plus élevée. Vous avez raison de le dire. Il faut regarder dans le détail. C'est pas la couleur de peau qui vous rend criminel. C'est que, je dirais pas simplement des conditions sociales, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont aussi dans des conditions sociales difficiles. Mais c'est aussi que, si vous n'êtes pas du pays, c'est souvent plus difficile de comprendre comment ça fonctionne. Tout bêtement. Et puis il faut se méfier qu'une partie dans les statistiques aussi de la criminalité, on compte les sans-papiers qui sont arrêtés. Donc là, c'est pas une criminalité, ou du moins c'est une criminalité qui est pas très dangereuse pour les Français. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure, enfin plutôt c'est moi qui employais le terme, mais quand vous parliez des manières. Juste, je voulais, avant d'aller là-dessus, je voulais faire la blague. Moi, j'ai acheté un appartement à Château-Rouge. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, Château-Rouge, c'est un lieu qui est très noir, on peut dire ça comme ça. Et c'était marrant d'entendre les personnes qui habitent le quartier qui disaient « Ah, mais là, il y a trop de noirs ici ». Alors qui était eux-mêmes noirs en fait, c'est marrant, ils voulaient pas justement, ils voulaient pas y aller. J'ai dit, non mais là il y en a quand même beaucoup trop. Donc en fait ils voulaient pas y habiter pour ces raisons-là. Vous parliez tout à l'heure des Maliens à Montreuil et je vous ai entendu parler du petit remplacement. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce concept? Non, mais c'était une réponse justement, comme tellement souvent, on me dit, mais regardez ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. On me dit pas toujours Montreuil d'ailleurs, plutôt Seine-Saint-Denis. On me dit le métro ou les photos de classe. Moi, j'ai beaucoup vu les photos de classe. Bon, les photos. Mais en même temps, donc je ne dis pas du tout que la population ait changé, mais vous avez en permanence en France partout ce que effectivement on peut, si on veut vraiment appeler un petit remplacement, c'est-à-dire que la population change. Prenez le quartier dont vous venez de me parler, Maison Rouge, Château-Rouge. Ouais. C'était Château-Rouge. C'était un quartier jusqu'à disons il y a une trentaine d'années, c'était un quartier ouvrier. Maintenant c'est plutôt, je ne vais pas vous qualifier, mais c'est plutôt bobo quand même, comme on dit. Oui. Bon, donc il y a là-dedans, on peut dire il y a eu un remplacement local, et c'est vrai que dans certaines communes de la Seine-Saint-Denis, je crois que l'immigration soit plus ancienne, mais il y a eu un remplacement local de façon intéressante. Il y a eu des bons travaux sur la Seine-Saint-Denis, surtout sur la ville de Saint-Denis. Ça a été une ville qui a été à un moment donné, d'ailleurs l'un des maires venait de là, Bras-Ouézec, c'est une ville qui était peuplée de Bretons. Et c'est une ville où il y avait dans les années 30, il y avait des tas d'associations bretonnes, il y avait des concours de la plus belle bretonne, il y avait de la crêperie, il y avait
comment dire, une identité bretonne qui s'affirmait. Et puis quand sont arrivés les Maghrébins, alors là, ça a disparu tout de suite. Tous les Bretons sont devenus uniquement français, tout ça. Mais en même temps, il y avait eu un remplacement. C'est vrai que les Bretons, qui d'ailleurs avaient dû remplacer une population plus ancienne, mais ça n'y était pas très important par la basilique sous l'Ancien Régime. Mais bon, ces Bretons avaient, à la fin du 19e siècle, remplacé des populations plutôt, sans doute picardes, quoi, qui venaient du... Et puis, ils ont à leur tour été remplacés par des populations, une partie de population d'origine du Maghreb. Donc là, on ne peut pas nier que c'est, au fond, aussi une certaine richesse, c'est que ça tourne, que certaines origines remplacent d'autres origines, mais en même temps, très rapidement, comme les Bretons se sont transformés très brutalement tout d'un coup en français. J'imagine par exemple que les Maghrébins, même face à l'immigration qui est plus récente d'Afrique subsaharienne, se sentiront tout d'un coup beaucoup plus français aussi. C'est un peu l'histoire générale des migrations. Les Irlandais se sentent complètement américains maintenant, qu'ils ont vu arriver d'abord les Italiens, puis les Slaves, et puis les Mexicains, et puis les Noirs qui remontaient du Sud. Donc c'est les Kennedy, c'est des parfaits Américains, ou c'est Kelly, le père de Grace Kelly. Et en fait, ce que vous dites, vous avez employé le mot, mais je trouve ça intéressant, c'est que c'est beaucoup de richesse en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de remplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout, ce que je vois, c'est que parmi ces personnes qui croient à ces théories, enfin, j'utilise le mot théorie parce que c'est le mot qu'ils vont employer, mais on a bien compris que ça n'en était pas une. Il y a plein d'éléments culturels des pays qui les récriminent, qu'ils adorent. Je pense au couscous, je pense à... Enfin, je sais pas, il y a tellement de choses, le thé. Enfin, le thé, c'est pas très français, c'est pas très anglais non plus. Il y a le café. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, je les ai même pas forcément en tête. C'est culinaire, mais c'est pas forcément que culinaire, qui viennent de ces pays-là. Donc, ils amènent de la richesse aussi, en fait, en réalité. Oui, il y a un grand historien français, plutôt à droite, à vrai dire, qui était d'ailleurs de l'équipe de cette maison qu'on appelle l'école des Annales, Lucien Febvre. Et il a fait, au sortir de la guerre, il a fait pour l'UNESCO qui venait d'être créé, un rapport sur ces questions-là. C'était sur tout ce qui, au fond, venait du monde entier en France. Et ce rapport a été enterré. Et il a été republié récemment par deux jeunes historiens plutôt classés à droite, d'ailleurs assez traditionnalistes, mais sous un très bon titre, qui est « Nous sommes tous des sangs mêlés ». Mais il n'y avait pas simplement la question des origines multiples, il y avait la question de ce que vous venez d'indiquer, il y avait la question de la cuisine, il y avait la question de l'origine des plantes, de l'origine des animaux, c'est très intéressant. Et c'est vrai que là, on s'apercevait que, mais à des rythmes différents, mais le monde entier s'était aussi installé, mais souvent à doses assez petites, mais bon, les marronniers viennent d'Inde, etc. Et que c'est vrai que ça avait enrichi, ou du moins ça avait diversifié la France. Souvenez-vous, la pomme de terre, ça vient du Mexique ou du Pérou, je ne sais plus. Oui, je sais plus exactement, mais les dahlias aussi, tout ce qu'on veut. On peut. Mais ce livre c'est un livre très intéressant, je trouve, parce que justement, étant donné la personnalité des auteurs, on ne peut pas les accuser d'être des gauchistes ou bien c'est des gens tout à fait, je dirais, traditionnalistes, mais ils font la liste et ils reconnaissent la liste aussi des mots qu'on a empruntés à d'autres langues, mais surtout pas simplement les mots qu'on a empruntés à l'anglais, dont on se plaint parfois, mais la langue elle-même s'est fabriquée, après tout, le français est l'exemple même de mélange de langues. C'est plus le latin d'origine et c'est plus le gaulois d'origine. Du tout. C'est toujours intéressant, et ça me fait penser aux travaux de Christian Grattalou. Je ne sais pas si... oui, je le connais bien. Un géographe que j'ai invité aussi sur le podcast il y a quelques années, et qui a beaucoup travaillé sur... ces questions de nourriture et de la provenance en particulier. Il avait fait tout un travail sur le café, mais en fait, il a beaucoup réfléchi à... Il y a un autre sujet, alors là, qui va être un peu plus, sans doute, un peu plus corsé à aborder, et que je trouve intéressant. En fait, je le trouve intéressant parce qu'il est réel, et il est
en même temps dans une négation. Moi, je vais vous prendre l'exemple enfin la manière dont je le traduis et qui est très grossière. Donc, enfin pas grossière, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple du quotidien. Je vais vous parler du changement climatique. Le changement climatique, qui est dû à notre consommation en Occident principalement, il a des conséquences très fortes sur la zone subsaharienne en Afrique. Ça va générer, et on le sait, et c'est évident, des migrations climatiques extrêmement fortes. Et là, pour le coup, on va avoir une réalité migratoire très forte. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Je vais vous répondre. Moi, ce à quoi ça me fait penser, je vous disais, je vais prendre un exemple simple et je le prends souvent, c'est un peu grossier, pardon, je m'excuse d'avance, mais ça me fait penser à un garçon qui dirait moi je préfère faire l'amour sans préservatif parce que c'est quand même vachement plus sympa, etc., etc. Mais dès que la fille est enceinte, ah ben non, ça par contre c'est pas mon problème, c'est-à-dire que je prends pas les conséquences, c'est-à-dire que la fille est enceinte, ça c'est son histoire, c'est ton corps, t'as qu'à faire attention de ton côté, quoi, ce qui était absolument impossible, mais enfin bref. Et pour moi c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que on a eu un comportement et donc une consommation qu'on a appréciée pendant des décennies, qui a des conséquences, et donc ça me semble assez cohérent qu'on paye, en tout cas, ou qu'on soit responsable des conséquences de nos actes d'une certaine manière. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, il va y avoir une migration climatique très forte. Je serais très curieux de comprendre, là pour le coup, parce que c'est pas un grand remplacement techniquement, mais en tout cas, il va y avoir très clairement des grosses vagues de migration. Alors, il y aura des vagues de migration, il y en a déjà, mais il faut voir quelle migration. C'est ça qui est... parce que je ne partage pas du tout cette crainte. Je partage la première partie de ce que vous avez dit, c'est une responsabilité effectivement de ceux qui ont envoyé du CO2 dans l'atmosphère. On ne sait pas exactement quelle part, mais quand même une partie sans doute importante du réchauffement est liée à cette consommation. Surconsommation est un jugement de valeur. Donc, et c'est vrai que ceux qui vont en supporter les conséquences, c'est pas ceux qui ont consommé. Pour donner un exemple, je vais revenir sur les habitants du Niger, les Nigériens. Un Nigérien envoie comme CO2 dans l'atmosphère 50 fois moins qu'un Américain et 25 fois moins qu'un Français. Donc là, c'est clair qu'il y a un problème. Il a été posé très tôt dans une des premières réunions sur le climat à Copenhague sur la responsabilité des États développés. Maintenant, est-ce que ça va entraîner des migrations massives? Alors, la réponse, c'est oui, mais des migrations à très courte distance. Alors, on a maintenant pas mal d'exemples. On a un premier exemple qui est la sécheresse du Sahel dans les années 80. Qui a entraîné des trop gros déplacements, mais des très gros déplacements vers les villes voisines ou vers les villes. Une ville comme Tamanrasset, par exemple, en Algérie, est passée de 10 000 à près de 100 000 habitants. Et c'est un vrai problème parce que c'est du prolétariat urbain, parce qu'au fond, ceux qui migrent là reviennent plus rarement sur leur terre une fois la crise passée. Et puis on a maintenant de gros travaux sur le Bangladesh et sur le delta du Mékong. Et le Bangladesh est périodiquement maintenant submergé. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les paysans migrent vers la ville voisine, là aussi, dans le cas du Bangladesh, et les plus pauvres y restent et continuent à accroître les problèmes urbains, et ceux qui ont un peu de bien reviennent. Donc c'est déjà un effet social, mais c'est un effet, et puis à courte distance. Quant au Mékong, là c'est encore plus simple. Quand il y a les inondations, les types vont sur la colline la plus proche, où ils ont commencé à construire. Donc ça veut dire que les gens pauvres, parce que c'est les gens pauvres qui seront impactés par le climat, ils ne migrent pas beaucoup. Ils migrent à proximité. Il y a un excellent exemple, c'est pas une migration climatique, mais c'est bien pire, puis je dirais une conséquence ultérieure. Mais c'est bien pire, c'est les Rohingyas. Les Rohingyas, c'est horrible ce qui leur est arrivé, les Birmans les ont trucidés abominablement, ils se sont enfuis, ils ont passé la frontière, ils sont confinés, il y en a 850 000, ils sont confinés à l'est du Bangladesh, dans la province de Cox's Bazar, ils n'ont pas le droit de quitter cette province, d'aller plus loin, d'ailleurs ils en ont peu les moyens, et s'ils vont plus loin et qu'ils veulent par exemple arriver jusqu'en Inde, l'Inde a construit un réseau de barbelés entre elle et le Bangladesh, donc ils ne peuvent pas passer.
Et d'ailleurs, ils sont tous restés, si vous voulez compter le nombre de Rohingyas en France, je pense qu'il est nul, pratiquement nul. Il y a peut-être il y a eu peut-être parmi eux, quelques familles un peu favorisées qui ont pu, mais il n'y a absolument pas eu de migration vers les pays. En revanche, c'est un problème pour le Bangladesh. Donc ce qui se produira vraisemblablement, parce que cet recensement, vous avez raison, aura des effets, particulièrement au Sahel, il va se produire que ces populations, le cas du Niger est le cas sans doute le plus dramatique, c'est un pays, le 3e pays le plus pauvre de la planète, et c'est celui qui s'accroît le plus vite dans le monde. 4% par an, les femmes font 7 enfants en moyenne au Niger. Voilà la situation. Et que feront les habitants du Niger, à la fois trop nombreux sans doute, et puis surtout pressés par le réchauffement, par sans doute la désertification qui avancera, eh ben ils feront ce qu'ils ont toujours fait, ils descendront vers le sud. Et ça s'est déjà produit depuis, au fond, un certain nombre de décennies. Les gros problèmes qu'a connus la Côte d'Ivoire récemment, c'est, si vous voulez, l'ivoirité, etc. C'est ce que vous décrivez, c'est pas les pays développés, c'est pas la France qui vont avoir ces problèmes, c'est les pays du Golfe de Guinée. Et là, à la suite, s'il y a une déstabilisation, donc de proche en proche, ça peut poser un problème sur l'Europe, parce que en Côte d'Ivoire, il y a déjà des élites plus cultivées, s'il y a des très gros troupes qui peuvent être amenés à aller en Europe. Mais sinon, un paysan pauvre du Niger, qui a, je ne veux pas être méchant, mais qui a 10 vaches et un petit lopin de terre, comment il fait pour venir en France ou bien en Europe? Rien. D'ailleurs, les vrais paysans pauvres, c'est pas simplement les Rohingyas. L'exemple des Rohingyas, prenez le Darfour. Prenez la Somalie. Où sont les habitants qui ont fui les massacres du Darfour? Ils sont à la frontière avec le Tchad, autour de la ville d'Abéché, où il y a des camps immenses, mais ils ne peuvent même pas aller. Ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les ressources intellectuelles, ils n'ont pas les ressources financières, parce qu'il faut savoir que maintenant, ça coûte très cher de venir en Europe. Et quelque part, on n'ose pas le dire, mais je vais le dire, mais au fond, avec la situation actuelle de l'immigration, c'est que les pays développés ont créé un processus de sélection très efficace. C'est seulement les plus éduqués, les plus riches qui viennent. Les Syriens qui sont arrivés jusqu'en Allemagne fédérale, il y a une enquête jusqu'en Allemagne, il y a une enquête sur ces Syriens, c'est tous ou presque des Syriens ayant parfois des diplômes techniques, mais presque toujours même des diplômes universitaires, parce qu'il y a à peu près 700 000 qui sont arrivés en Allemagne, mais il y en a 3 500 000 qui sont restés en Turquie, qui ne sont pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ils sont 8 millions de migrants internes à la Syrie, et puis aussi une partie est allée au Liban, enfin près d'1 million, puis en Jordanie. Donc c'est un peu ça, au fond, si on fait une prospective des migrations, c'est plutôt ce qui se profile, et à ce moment-là, la migration climatique va accroître les difficultés et les problèmes des pays les plus pauvres, mais on pourrait presque dire, hélas, n'ira pas vers ceux qui en sont, au fond, les responsables, c'est-à-dire les pays développés. Et d'ailleurs, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que ça me permet de rebondir sur mon dernier point, finalement, qui est que, statistiquement, mais vous allez me dire si je me trompe, parce que je peux aussi me tromper, je peux avoir des mauvaises informations. En fait, je pense que dans l'état d'esprit des personnes qui sont plutôt racistes, hein, on va pas tourner autour du pot, ils viennent prendre la sécurité sociale, ils coûtent cher à la France, etc., etc. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est précisément ce que vous décrivez, c'est qu'en fait, quand on regarde le coût d'un être humain, parce qu'en gros, c'est de ça qu'il s'agit, en fait, il coûte très cher quand il est jeune pour l'éduquer, il coûte très cher quand il est à la retraite parce qu'il ne travaille plus, mais en fait, toute la période où il travaille, en fait, il est plutôt très rentable. Et en fait, ce qui est intéressant avec les migrants, finalement, et la balance économique, en réalité, elle est positive, parce qu'ils arrivent, ils sont déjà éduqués, parce qu'ils n'arrivent pas à petits, ils arrivent, ils sont éduqués, c'est ce que vous décriviez juste à présent. Et puis en fait, à la fin de leur vie, ils ont envie de retourner dans leur culture, dans leur pays, etc. Ils restent pas. Donc en fait, ils grèvent pas le système. C'est pas vrai de dire que, bien sûr que dans le lot, il y a des gens qui sont sans abri, etc. Mais majoritairement, c'est des gens très éduqués.
qui ont des diplômes, qui vont travailler, qui n'ont pas coûté au pays pour leur éducation. Et finalement, même cet argument-là, finalement, il tient pas parce que c'est l'inverse qui est en train de se passer finalement. Non, vous avez raison. Je dirais pas très éduqué une partie. Il y a l'autre partie, on pourrait dire aussi très peu éduqué, mais ils travaillent aussi. Ils cotisent aussi. Alors, si on regarde, il y a eu beaucoup d'études économiques. Si on se met sur une année donnée, si vous voulez. Le bilan est partagé. Il n'est pas, disons, sans doute sur une année donnée, il coûte un peu plus qu'il ne rapporte. Donc, notamment parce que, par exemple, les femmes des immigrés sont moins souvent actives, des choses de ce genre-là. Donc, mais il y a l'autre argument qui est le vrai argument que vous avez donné, c'est que on n'a pas payé leur éducation. Et ça, c'est quand même extrêmement cher, l'éducation. Donc, il y a et surtout que parmi ceux qui sont éduqués, maintenant, je ne sais plus combien, mais je crois que il y a pratiquement c'est près de 30% des médecins dans les hôpitaux sont des médecins immigrés. Donc, ils ont en général fait leurs études en Algérie ou bien même au Cameroun ou en Roumanie. Oui, en Roumanie beaucoup aussi, vous avez raison. Donc là-dedans, c'est un bénéfice net. Alors, est-ce qu'au point de vue de retraite, ça jouera moins, parce que, sauf s'ils ont eu des carrières hachées, mais disons que maintenant, les législations font qu'ils toucheront leur retraite. Donc mais c'est surtout sur l'éducation, les économistes parlent de ce qu'ils appellent un coût d'opportunité. C'est-à-dire, ils disent, si on n'avait pas pris un migrant, il aurait fallu, pour éduquer le français et l'amener au même niveau, ça aurait été extrêmement cher. Je connais pas le coût en plus, mais je sais que ça... L'INSEE a tenté plusieurs fois oui, c'est difficile à chiffrer, mais disons grosso modo, ça serait quand même de l'ordre de, si je me souviens bien, c'est pas non plus gigantesque, mais c'est de l'ordre de, ça fait quoi? Ça fait 100... Je vais dire vraiment un chiffre, mais c'est de l'ordre de 2 à 3 000 euros par mois par an pour assurer la nourriture. Mais en plus de ça, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses. Les écoles, le salaire des professeurs. Non, c'est très difficile à estimer. C'est toutes ces histoires de coût de la vie humaine, de coût de. Donc mais c'est certainement élevé parce que ça dure. Quand ils arrivent, ils ont en moyenne 20-22 ans. Oui, donc c'est 22 ans de vie qui sont... Donc moi, je pense que ça dépasse les 100 000 euros. Enfin, j'imagine... Oui, j'ai vu des chiffres de cet ordre-là. Donc, oui, ça doit être autour de 100 000 euros. Donc il faut effectivement... Mais je suis assez étonné parce qu'on tient assez peu compte de cela. On fait un calcul sur une année donnée. Oui. Et sur une année donnée, les avis des économistes sont relativement partagés. Il y a pas donc sur une année donnée, c'est plutôt équilibré, plus ou moins, mais ça l'est. Mais en fait, quand on regarde le coût... si on le prend sur... très clairement rentable. En fait. Oui, sur l'ensemble de la vie, bien sûr, ils sont à l'époque où ils sont dans la classe d'âge productive. Et effectivement aussi, pas énormément, mais une partie d'entre eux revient aussi dans son pays. Ça, c'est certain. Exactement. Et donc du coup, ils coûtent pas aux hôpitaux. Enfin, ça a des impacts qui sont importants. Donc finalement, à la fin, ça qui est assez fou du coup, c'est que en dehors du fait qu'on a besoin d'eux aussi, parce que même si la natalité en France, elle se maintient, on a quand même besoin d'eux pour justement payer les retraites. C'est un grand débat en ce moment. Et puis par ailleurs, ils coûtent beaucoup moins cher, ils coûtent pas cher en fait. Ouais, et puis on a besoin d'eux, c'est surtout, avant de payer les retraites, c'est parce que, on le voit de plus en plus actuellement, d'ailleurs le gouvernement est embarrassé parce qu'il est en train de donner une carte talent pour des Tunisiens ou pour qui viennent remplacer dans les hôpitaux les infirmières. C'est un problème ancien. Il faut bien dire d'ailleurs qu'on a d'abord pillé les infirmières, si on peut dire, on a pillé d'abord l'Espagne, on a fait venir des... Mais oui, donc là aussi, la même chaîne, ces infirmières étaient formées en Espagne et elles venaient en France. Mais on en est revenu parce qu'elles ne parlaient pas français. Donc on revient sur cette question. Or, en revanche, justement... Les jeunes infirmières qui viennent de Tunisie, une partie de leur étude a été en français, elles parlent bien français, donc c'est pour l'instant très tentant. Alors c'est pas le seul métier, mais c'était le vieil argument déjà quand Le Pen se plaignait que
immigrés prenaient les travails des Français, l'argument était que c'était pas du tout les mêmes marchés du travail, c'était qu'ils prenaient en général, alors à l'époque les bien-pensants disaient les postes dont les Français ne veulent pas, mais c'est pas faux actuellement, on a beaucoup de mal à remplir un certain nombre de postes. Quand vous voyez bien, mettons les cuisiniers dans les restaurants, je vais pas être comme ceux qui voient des noirs partout, mais là on peut en voir, si vous l'avez dit, même dans les restaurants chinois et autres, allez faire un tour dans les cuisines, parce que c'est des métiers durs, souvent pas tellement payés, donc on fait appel, mais après tout non plus, faut pas être paupériste. Les immigrés qui prennent ces travails, ils sont pas contents non plus de les prendre et d'avoir des ressources. Bon, ensuite ils chercheront à avoir mieux, mais c'est mieux que souvent ils sont intégrés dans la société en tout cas. Oui, ça les intègre, parce que le travail est sans doute une des meilleures manières de s'intégrer, puis aussi il n'est pas sûr qu'ils aient eu la même vie dans leur pays d'origine. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci à vous, parce qu'on a abordé beaucoup de sujets. Ouais, mais c'est super. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Moi, j'ouvrirais bien justement un peu plus à l'immigration, non pas pour dire aux gens de venir, mais de faire en sorte, par exemple, que ceux qui sont en France, qui travaillent depuis au moins quelques années, alors on peut discuter, pas 3, 5 ans, 7 ans, mais on les régularise, et ils travaillent, ils sont installés, il n'y a pas de raison et puis qu'on cesse les tracasseries administratives. Donc moi, je voudrais qu'on ouvre, et qu'on ouvre aussi, j'ai parlé des médecins, je trouve que on peut le dire, les vexations que subissent les médecins pour des renouvellements de cartes, alors qu'ils rendent un grand service, alors qu'ils sont mal payés par rapport aux médecins France. Là, il y a quelque chose qui marche pas, qui est pas. Donc voilà ce que j'ouvrirais. Alors fermer, au fond, moi, ce qui m'irrite le plus, mais alors, comment dire fermer, c'est la manière dont une grande partie de la population, mais aussi encore plus bien sûr les réseaux sociaux, mais parfois même les médias, ne font pas attention aux faits. C'est-à-dire ne font pas attention à l'origine des informations qu'ils distribuent. Il y a eu, on a dit, c'est formidable ce qui se passe actuellement, on est dans l'ère de l'information, mais du coup l'information est très peu contrôlée. Donc moi, s'il y avait quelque chose à fermer, je dirais, c'est essayer de fermer ces robinets de fausses informations, ces robinets, même pas dire fausses informations, mais de faire en sorte que les informations qu'on communique, on dise comment elles sont obtenues et comment elles sont vérifiables. C'est une démarche, après tout, qui est la démarche fondamentale dans les sciences. Actuellement, on discute justement, même dans maintenant les grandes revues scientifiques, que grâce à l'informatique, on ait accès aux données qu'utilisent les chercheurs qui présentent un résultat, et qu'on puisse vérifier ce résultat. Et je dois dire que un des plus anciens livres, un des premiers livres que j'ai fait, L'invention de la France, avec Emmanuel Todd, on avait mis des cartes qui étaient souvent un peu olé de ce qui se passait en France, et on avait mis à la fin de l'ouvrage, sur 40 pages, toutes les données qui avaient servi à fabriquer ces cartes. Et on avait mis en introduction, on dit, si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont on fait la carte, vous avez les données, vous pouvez faire autrement, essayer de voir s'il y a une autre façon d'interpréter. Je trouve que, vous voyez, ce pli-là, mais c'est forcé que je l'ai par ma formation, mais il me semble que, alors vous me direz, c'est pas fermer la porte, mais c'est quand même fermer la porte à ceux qui ne pratiquent pas ce genre d'information. Et c'est très difficile de faire comprendre, très difficile d'empêcher, parce qu'à partir du moment où ça se passe, le fait divers l'emporte, le cas particulier. Totalement. Et du coup, la vie la sensation versus la réalité. Oui, le ressenti, ce qu'on appelle le ressenti, tout à fait. Oui, j'avais fait un travail pour montrer que les Français sont les Européens pour lesquels, hélas,
l'écart entre le ressenti et les faits. Je dis pas la réalité, les faits, c'est pas la réalité. Ça se construit un peu, c'est une partie de la réalité, donc mais c'est quelque chose de solide. Il y a une formule anglaise qui est « to save the facts ». C'est-à-dire, on peut avoir une interprétation, même souvent audacieuse, mais il faut que les faits qu'on allègue soient sûrs. Et ça, c'est une chose qui est de plus en plus souvent oubliée. Parfait. Merci beaucoup, Hervé. Merci, c'était très agréable. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.